Voilà, les derniers, prenez place. On va juste vous attendre. Bien. Alors, on va terminer cette table ronde avec Hugo Blairon, le cadet, avec Sacha Koulberg, qui a au poignet une marque d'infamie, une montre mauve, et Marc Louz, donc, qui va animer ce débat et vous présenter ces deux protagonistes. Le volet est un peu moins connu, mais je vous assure que ces personnes gagnent à être connues. Voilà, je t'en prie, Marc. Merci, bonjour à tous. Voilà, c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir animer cette discussion avec les deux entraîneurs francophones qui évoluent au plus haut niveau. Du côté féminin à Tchalou Volley, et de l'autre côté à Warem VBC. Et donc, tout au long de cette grosse demi-heure de discussion, l'objectif est de passer en revue différentes thématiques. Et je vais essayer, bien évidemment, d'aller le plus vite possible. Les questions, l'invitation à chacun de nos invités d'expliquer brièvement leur parcours de joueur. On a vu tout à l'heure que l'expérience en tant que sportif pouvait influencer le rôle des entraîneurs. Donc je vais leur demander de brièvement expliquer comment ils ont évolué, où ils ont évolué. Ok, ben, on va essayer de faire assez vite sur ce plan-là. J'ai été 8 ans joueur professionnel. J'ai fait 3 ans en Wallonie, 4 ans en Flandre et une saison à l'étranger en Europe de l'Est. Je suis passé par les équipes nationales. J'ai eu la chance de jouer à Mazeick, de faire une finale de Coupe d'Europe, de gagner le championnat et la Coupe de Belgique. Donc je suis assez. Je pense que ma carrière aurait pu être plus longue. J'ai arrêté à 29 ans, mais je pense que j'ai juste arrêté parce que j'avais fait le tour de la question. À certains moments, comme joueur, je pense que quand on a fait le tour de la question, on le sait, tirer des années pour tirer des années, c'était pas vraiment ma tasse de thé. J'avais déjà très envie d'entraîner, et donc en ayant vu ce qu'était le haut niveau comme joueur, j'avais envie de maintenant le diriger un peu. Et donc voilà. Voilà. J'ai joué de 1978 à 1992 au plus haut niveau en Belgique, d'abord le dernier grand club francophone existant avant, la ZUP. Et puis, disons que ma carrière a vraiment démarré en 84 quand j'ai signé à l'ENIC, qui est devenu top club en Belgique. Après l'ENIC, j'étais à Torhout et puis à Zelik. Avec les 3 clubs, j'ai joué champion. Donc au total, 5 fois champion. J'ai joué en équipe nationale pendant 6 ou 7 ans. J'ai gagné 2 Coupes de Belgique. Et pendant ma carrière de joueur, j'avais toujours dit que j'allais jamais devenir entraîneur. Et depuis 92 jusqu'à maintenant, je suis entraîneur au plus haut niveau. Donc, comme quoi, on peut jamais dire jamais. Bien, je vais tu vas conserver la parole et je vais te demander maintenant peut-être de faire le même exercice, toujours très rapide, sur ta carrière d'entraîneur. Donc on enchaîne, puisque tu étais joueur, tu es passé entraîneur. Peut-être expliquer pourquoi tu as finalement changé d'avis et puis expliquer ta carrière. Mais donc en 92, je jouais à Zelik, qui était devenu le meilleur club belge. J'avais encore 1 an comme contrat professionnel, mais je sentais que l'entraîneur désirait un meilleur joueur à ma place. Et je pense que comme réserve, je n'aurais pas fait du bon boulot dans cette équipe. Donc il y avait 2 choix. Soit je descendais un tout petit peu de niveau, c'est-à-dire jouer pour la 5e, 6e place en division d'honneur, ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Liga A. Et par hasard, j'ai rencontré les dirigeants des Dauphines de Charleroi, avec qui on a sympathisé, puis qui m'ont proposé de devenir entraîneur des filles de Charleroi. Donc pendant 2 semaines, jour et nuit, je pense que j'ai beaucoup réfléchi, peu dormi. Et je me suis lancé dans la chose. Bon, j'étais aussi prof d'éducation physique, donc c'était quand même un petit peu plus facile. Et je me suis aussi toujours un petit peu occupé de la gestion des clubs par où je passais comme joueur. Et donc, voilà, j'ai fait le pas et je dois dire, je ne l'ai jamais regretté. J'ai plus jamais joué un match à 6 contre 6 dans le volleyball. J'ai encore joué pendant quelques années quand même au beach volley que j'ai lancé en Belgique. Et voilà, donc ça c'est ma carrière en tant qu'entraîneur. Donc j'ai fait 10 ans au Dauphine de Charleroi en 3 périodes parce qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes politiques et financiers là-bas. J'étais
aussi à Herentals avec qui j'étais champion. Avec Charleroi, j'avais été champion aussi. J'étais à Gand, j'ai fait l'équipe nationale filles. J'ai entraîné les hommes de Purs pendant 2 ans, les hommes de Asselénic pendant 2 ans. Et les 8 dernières années, j'ai entraîné Oudegem, avec qui on est devenu, on a gagné une Coupe de Belgique. On a été 2 fois vice-championne de Belgique aussi. Et voilà. Et maintenant, je suis à Warren. Bon, moi, c'est vrai que je suis un beaucoup plus jeune entraîneur que Sacha, donc ça fait seulement 5 ans que je suis sur le marché. Désolé, Sacha. Donc, moi, je suis plutôt quelqu'un qui est quelqu'un de mission. J'ai pas beaucoup changé de club, j'en ai fait qu'un seul. Ça fait 5 ans que je suis dans le même. J'ai été engagé il y a 5 ans pour une mission, c'est-à-dire faire d'un club où il y avait une académie, un club de division 1, donc un club de Liga. Et aujourd'hui, on fait notre première saison en Liga. Donc, je suis arrivé dans le club, on était en Division 3, donc en National 2. Et en 4 ans, on est monté 2 fois. La mission n'était pas facile parce que j'avais à ce moment-là que des filles de 14-15 ans. Et donc, il a fallu mettre en place un projet pour faire en sorte que l'académie puisse arriver jusqu'en Division d'honneur. Mais pas seulement, il fallait faire aussi en sorte que tout ce qu'il y avait en dessous de cette génération-là puisse aussi suivre afin d'assurer une continuité. Et donc, on m'a confié une tâche de 4 ans. À la base, je ne suis pas quelqu'un qui s'engage si longtemps. Mais le projet était tellement chouette que j'ai décidé de le faire. Et aujourd'hui, je viens de me réengager pour plus ou moins 4 ans. Mais ici, pour aller jouer le titre et jouer la Coupe d'Europe bientôt, j'espère. Mais on vous le souhaite. Non, il va falloir s'accrocher. Enfin bon, voilà. Une question maintenant qui va certainement intéresser les plus jeunes, puisque forcément vous êtes venu ici pour recevoir un peu d'inspiration, etc. Moi, je voudrais bien savoir ce que vous pensez être les éléments les plus importants qui vous ont amené à devenir l'entraîneur que vous êtes aujourd'hui. Donc, quels sont les éléments les plus importants qui vous ont amené à être l'entraîneur que vous êtes aujourd'hui? Okay. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas devenir entraîneur, mais quand je jouais, je m'occupais quand même de la gestion, disons, mentale, psychologique des joueurs qui jouaient avec moi. Je parvenais sans être le 6e meilleur joueur belge, à jouer dans le 6 de base de l'équipe nationale parce que les 5 autres jouaient mieux avec moi qu'avec un meilleur joueur à ma place. Et je pense que ça m'a permis aussi de faire le pas et, disons, de comprendre ce qui se passait sur un terrain de volley. La différence était que je quittais le volleyball professionnel masculin pour le volleyball encore un peu amateur au niveau féminin. Donc là, il y avait quand même une grosse différence. Mais disons que je me suis rendu compte quand même assez vite que la gestion d'une équipe est quasiment la même. Il y a toujours des leaders, il y a toujours des pleureurs, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez les filles. Et ça, c'est quelque chose auquel je me suis toujours attaché, c'est de vraiment faire attention que mon groupe devienne vraiment une équipe et que grâce à cette force d'équipe, on puisse jouer mieux et parfois battre des autres équipes qui avaient de plus fortes personnalités ou de meilleurs joueurs. Moi, j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir vraiment rencontré des entraîneurs d'un très très haut niveau. Moi, je pense que c'est les rencontres, le partage et les relations qui font qu'à un moment donné, on est joueur et on se dit que ce métier-là, c'est quand même vraiment, vraiment passionnant, c'est vraiment chouette. On apprend plein de choses, on peut transmettre plein de choses. Et moi, je pense que c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné vraiment la passion du métier. Si je n'avais pas rencontré ces gens-là, je pense que je n'aurais jamais fait cette carrière-là. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de porter les valeurs de ce que les d'autres m'ont enseigné et de continuer à les transmettre à d'autres générations. Parce que je pense qu'à un moment donné, être entraîneur, c'est aussi ça, c'est transmettre des choses, qu'elles soient techniques, tactiques, physiques, mais surtout, c'est transmettre des valeurs. Et pour moi, ça, c'est ce qui est au centre, en tout cas aujourd'hui, de mon activité. Donc, si on résume, d'un côté, quelqu'un qui avait au départ une attirance pour la gestion, l'organisation d'une équipe, l'envie finalement de jouer un rôle de leader. De l'autre côté, on a quelqu'un qui a été plutôt inspiré par d'autres personnes et qui les ont incités, enfin qui t'ont incité finalement à embrasser ce genre de carrière. Est-ce qu'il y a encore d'autres paramètres qui ont joué un rôle ?
Naturellement, il y a l'évolution du sport en lui-même. Donc, j'ai eu aussi plein d'entraîneurs dans ma vie, des très bons entraîneurs, des moins bons aussi, naturellement. Je dois dire que peut-être les 2 derniers ont été les plus influents dans ma carrière. J'ai eu un gars qui s'appelait Strumilo, qui était assez spécial, mais qui était un vrai meneur d'hommes. Et après ça, j'ai eu un Argentin qui s'appelait Pisani, qui est arrivé, qui était le professeur de volleyball. Donc avec lui, on était donc déjà champion de Belgique, on avait aussi gagné la coupe. Et puis il nous a simplement expliqué qu'on ne savait pas jouer au volleyball et qu'on ne comprenait rien. Alors, la première fois que ce discours arrive, on se dit, bon, le type, il est fou. Et puis la deuxième fois qu'il le dit, on commence à hésiter. Et puis la troisième fois, on savait effectivement plus jouer au volleyball. Mais il a amené quelque chose de tout nouveau en Belgique, c'était la préparation des matchs. Donc sur base de vidéos, sur base de préparation, comment joue l'adversaire. Il faut savoir que le volleyball, c'est un sport où on joue aux échecs avec l'adversaire, donc on n'a jamais l'occasion de contrôler une balle. Donc il vaut mieux savoir ce que l'adversaire va faire en cas de. Donc si la balle va à la position adverse, il faut savoir que le passeur va toujours donner la balle là-bas et être prêt pour ça. Et lui, il nous a vraiment ouvert cette faculté. Et je dois dire que c'est surtout grâce à ça que j'ai pu devenir entraîneur. Donc ce que Strumilo m'a amené, je l'avais déjà, mais lui, il a pu faire de moi... disons, une bête de travail au niveau de l'entraînement pour arriver plus fort et pour taper plus fort et puis pour m'enrager sur le terrain pour mieux jouer. Tandis que l'autre nous a fait tout à fait réfléchir, m'a fait réfléchir et m'a beaucoup aidé dans ce que j'utilise maintenant. Et le plus grand temps qu'un entraîneur a besoin, c'est pas préparer les entraînements, mais c'est préparer les matchs. C'est voir des vidéos, c'est faire les analyses data vidéo, etc. Et donc, sans lui, je pense pas que j'aurais embrassé cette carrière. D'autres éléments, à part les rencontres? C'est difficile à dire s'il y a vraiment d'autres éléments qui ont influencé le fait que je choisisse cette carrière-là. Après, c'est aussi une carrière qui vous choisit. À un moment donné, vous relevez un défi. Et puis, ce défi, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et à un moment donné, il y a aussi les résultats qui font que c'est la carrière qui vous choisit un peu. Pour moi, les résultats sont, par chance ou pas, arrivés assez vite. Et donc, finalement, vous vous prenez au jeu. Et puis, c'est un engrenage et la suite des choses continue. Maintenant, je pense que si la première année, les résultats avaient été très compliqués ou si la mayonnaise n'avait pas pris, comme on peut dire, peut-être j'aurais pas continué. Je pense que aussi bien dans le cas de Sacha que dans le mien, je ne veux pas vraiment parler en son nom, mais ça ressort aussi souvent dans ce qu'on a entendu avant. Les résultats ont sur la carrière d'un entraîneur un impact qui est très grand. Qu'est-ce que tu as mis en place pour justement obtenir ces résultats? Est-ce que tu te souviens de certains éléments que tu as vraiment mis sur la table en disant si je veux y parvenir avec cette équipe, voilà les éléments qu'il faut impérativement respecter? Je pense que pour un jeune entraîneur, c'est très important d'avoir un staff qui est très compétent. Moi, j'ai décidé toujours de m'entourer de gens qui allient expérience et compétence. J'ai avec moi 2 préparateurs physiques qui sont vraiment extrêmement compétents. Je les pousse toujours à avoir plus et à avoir mieux, mais ils me poussent aussi toujours à faire plus et à faire mieux. Je pense que c'est aussi important quand on est jeune entraîneur d'avoir un mentor. J'ai choisi quelqu'un qui est un entraîneur étranger, que je paye de ma propre poche, qui vient critiquer mes entraînements, qui vient dans ma salle, qui prend de temps en temps mon équipe, qui regarde tous mes matchs, qui fait mon analyse à moi. Je pense que la critique positive, c'est très constructif et c'est très enrichissant. Et je pense que souvent, les entraîneurs ont peur de cela. Ils ont peur de se remettre en question, ils ont peur de se regarder dans le miroir et de dire, bon, finalement, qu'est-ce que je fais de mal? Parce que c'est en sachant ce qu'on fait mal qu'on apprend. Gagner, c'est très chouette et on fait souvent des grandes fêtes derrière, mais c'est souvent dans la défaite qu'on apprend et c'est là où on évolue le plus. Et donc finalement, moi, j'ai choisi de me mettre toujours dans des situations qui sont difficiles, où je remets toujours mes compétences sur la table afin de pouvoir vérifier et être certain qu'elles sont valables. Tu veux ajouter quelque chose?
par rapport à ces critères de résultats? Non, je pense qu'il faut aussi avoir un petit peu de la chance. Je pense que Hugo a de la chance que ce club a commencé avec ton papa, je pense. Et donc c'est une continuité, c'est un club qui lui fait confiance. Et donc je pense que ça, c'est la meilleure chose pour un entraîneur quand il est dans une équipe. Il y a un autre élément qui est essentiel, c'est qu'il faut tomber sur un comité ou, disons, un club qui a les moyens de suivre un entraîneur. J'ai eu cette chance quand je suis arrivé à Charleroi dès la première année, un président qui a dit « Ok, tu as carte blanche pour réorganiser le club comme il faut, pour amener du public, etc. » On sait qu'à Charleroi, le public est très très chaud. Je pense qu'il joue bientôt contre le Standard aussi, je pense. Et donc, on a réussi à faire passer l'équipe des Dauphines de Charleroi de 50 spectateurs, dont 15 payants, je pense, à 1200 personnes et 110 VIP qui venaient manger à tous les matchs. À partir de ce moment-là, il faut des meilleurs résultats sur le terrain. Ils arrivaient, le public était enthousiaste, la presse s'en mêle plus, les sponsors arrivent, et donc on peut faire grandir un club de cette façon-là, mais il faut avoir un petit peu de chance. Ou alors il faut partir tout à fait dans l'autre sens en disant voilà, on a un club qui veut absolument être formateur, donc pas viser le haut niveau, mais viser la formation des jeunes. Et à partir de ce moment-là, les résultats sont moins importants, si ce n'est le développement de chaque joueur qui se trouve dans ce club. C'est un petit peu là que je suis maintenant, à Warem. On n'a pas l'ambition de devenir champion de Belgique, ou en tout cas pas à court terme. On n'a pas les moyens non plus. Mais le club a décidé d'essayer de former des jeunes qui pourront aller jouer plus tard dans des meilleures équipes, que ce soit belges ou étrangères. Et on s'attelle à faire cette tâche-là. Merci. Parmi les éléments que vous avez mis en évidence, est revenu des deux côtés le fait de s'entourer d'un staff compétent. Je pense que l'un et l'autre, vous l'avez signalé. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être décrire votre vision, justement, de ce staff compétent, comment vous voyez les choses? Et ici, on a parlé beaucoup de haut niveau. Maintenant, je vais vous poser aussi la question. Peut-être pour le haut niveau, voilà comment je vois les choses. Et peut-être dire, est-ce qu'on peut faire la même chose à un niveau qui sera accessible, en tout cas dans un premier temps, par beaucoup plus de spectateurs, des auditeurs aujourd'hui? J'y vais. Oui, à haut niveau, il est évident qu'il faut un staff un petit peu plus étoffé qu'à bas niveau, mais je pense que le fonctionnement est quasiment le même. Donc, comment on fonctionne, nous? J'ai un assistant qui s'occupe aussi de faire les montages vidéo qu'il reçoit du scouter, parce qu'il faut savoir qu'en volleyball, il y a un système qui s'appelle Data Volley, où tout est scouté. C'est super compliqué à employer aussi, mais on peut en retirer beaucoup. Donc, mon assistant, il reçoit ça, il me fait les montages, et moi, je fais l'analyse du match, que ce soit le nôtre ou que ce soit l'adversaire. Cet assistant, il faut avoir énormément confiance en lui. Donc, c'est pour ça que je pense que dans beaucoup de sports, les entraîneurs arrivent avec leur assistant qu'ils connaissent depuis des années, parce qu'ils savent que le gars n'est pas là pour essayer de prendre sa place. Donc, ça, c'est déjà une grande preuve de confiance. Il faut aussi... moi, je n'aime pas un assistant qui va toujours me dire oui, parce que sinon, on n'avance pas. Donc, si j'ai un assistant, s'il voit que pendant un entraînement, je fais un exercice qui n'est pas tout à fait... bon pour ce qu'on veut arriver à faire, il est là aussi pour me dire, écoute, Sacha, la fois prochaine, il faudrait mieux faire autre chose, ou bien je trouve que ça, on doit en discuter. Même chose au niveau du comportement envers un joueur. Donc là, il y a disons, un travail à faire en commun. Le scouter, ça c'est un super important, mais ça c'est pour le haut niveau. À bas niveau, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont du scouting. Il y a des scoutings simplifiés. Je pense que le Data Volley est un truc sur une tablette très très simple à utiliser. On a aussi évidemment un ostéopathe et un kiné. J'ai un préparateur physique qui était là, mais je pense qu'il est parti. Il me connaît, donc il est encore là. Ah il est là, voilà. J'ai un préparateur physique dans l'équipe, donc qui s'occupe du power training et de la préparation d'avant-saison. Mais bon, ça aussi, à plus bas niveau, c'est plus difficile. En plus, un préparateur physique pour des gens qui donnent l'entraînement 2 fois par semaine, c'est peut-être pas toujours nécessaire. Il y a moyen d'aligner son échauffement pour donner un petit peu de physique au départ. Et alors, si on en revient à des équipes de plus bas niveau, et surtout pour les jeunes,
Il faut absolument que les entraîneurs qui donnent entraînement aux jeunes leur apprennent directement le bon exercice et la bonne technique. Parce que si un gosse a appris une technique, disons, non adaptée au départ, c'est super, super difficile de changer ça plus tard. Et donc là, le temps passé avec lui est perdu. Et donc ce gosse n'y arrivera pas, ou alors à force de vraiment beaucoup de travail. Dans mon cas, c'est un tout petit peu différent, étant donné que moi j'avais une mission de 4 ans où on devait aller à haut niveau et j'avais que des jeunes, donc il fallait mettre tout de suite en place une structure professionnelle autour. La manière dont on a fonctionné avec le staff est assez précise. C'est-à-dire qu'on a, avec mes 2 préparateurs physiques, on a mis en place des calculs de charge qui sont assez importants. Pourquoi ? Parce que les jeunes, elles allaient normalement à l'école et puis elles s'entraînaient 15 heures par semaine derrière. Ça fait une double journée. Donc on a mis en place des choses objectives et des choses subjectives. C'est-à-dire que tout le monde s'entraîne en permanence avec des ceintures et des électrodes. Chaque saut est compté, chaque saut est mesuré. Le nombre de sauts est compté par entraînement, avec des moyennes hautes et des moyennes basses. Et aussi, chaque entraînement est minuté en fonction de l'échauffement, du corps et du décrassage, afin qu'on sache quand est-ce qu'elle saute, quelles sont les parties où elle saute à fond et pas. On utilise une application qui s'appelle OptiTrainer. Comme ça, on a aussi leur ressenti, comment elles se sentent, si elles sont malades, si elles ne sont pas malades. On a mis en place aussi des oxymètres. Donc, les matins, elles prennent leur tension pour savoir le rythme cardiaque, etc. On essaye aussi de par là d'avoir une structure qui les gère au mieux pour éviter qu'on ait des blessés. Quand vous avez un double programme comme ça, ce sont des programmes qui sont extrêmement éreintants et ce sont des enfants, ce sont des adolescentes. Et par rapport à ça, nous, on avait une fierté à dire qu'elles réussissent et à l'école et en sport, et tout ça sans blessure. Donc avec mes 2 préparateurs physiques, on a mis en place tout un système. Maintenant, ça demande beaucoup de gestion, ça demande beaucoup de temps d'analyse. C'est un système qui est intéressant, qui a fait ses preuves parce qu'on a très, très, très peu de blessés. Maintenant, ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps à y consacrer. Et donc, par rapport à ça, heureusement qu'ils aiment mon projet et qu'ils aiment mon équipe, parce que sinon, on aurait beaucoup de difficultés. Et heureusement que c'est mon travail. Par rapport à ça, et dans la cellule, évidemment, comme Sacha l'expliquait, il y a la relation avec l'assistant, et puis il y a la relation avec le préparateur, enfin le scouter, celui qui prépare les matchs. Moi, j'ai voulu mettre en place une façon de travailler où je laisse beaucoup de responsabilités aux gens. Donc mes assistants préparent le match avant moi, et je le prépare de mon côté également. Et puis on met ensemble les idées. Ça me permet de savoir comment eux pensent, et ça leur permet de savoir comment je pense. Parce qu'à un moment donné, pendant un match, il faut prendre une décision. Cette décision, elle doit être prise, elle doit être rapide, et elle doit être précise, et elle doit être juste. Et savoir comment l'un et l'autre on pense, c'est parfois utile, parce que ça permet de nous décaler les uns des autres. Et donc par rapport à ça, ça augmente aussi la relation, et ça engendre beaucoup de confiance. Et donc c'est pour ça que je ne change pas beaucoup de staff, parce que ça met beaucoup de temps pour créer des relations de ce niveau-là. Sacha en a parlé un tout petit peu, faire confiance, c'est important, c'est essentiel. Et la confiance, ça ne se construit pas comme ça. Alors, une chose importante vient d'être signalée, parce qu'on aborde un élément, c'est les prises de décision très rapides, notamment en compétition. On n'a pas le temps. Il faut savoir que par rapport à d'autres disciplines, au niveau du volleyball, ça se passe sur le côté du terrain. Et on n'a pas tellement de possibilités de modifier l'équipe, etc. Alors, ça signifie qu'on distingue souvent 2 métiers, 2 rôles. Il y en a certainement plus, manager, etc. Mais on a le rôle d'entraîneur qui va préparer le match, et puis on a le rôle de cet entraîneur qui va conduire l'équipe pendant la compétition, le coach. Comment est-ce que vous voyez la différence entre les deux ? Est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes qualités ? Quelles sont les qualités que l'on va pouvoir exploiter d'un côté ? Quelles sont les qualités que l'on va pouvoir exploiter de l'autre ? Je pense que l'entraîneur, c'est surtout celui qui va, disons, apprendre les meilleurs gestes aux joueurs ou aux joueuses pour arriver à un meilleur résultat. Donc, donner entraînement, et travailler la condition physique, et travailler le physique, et travailler la technique de chaque joueur. Le coach, lui, il doit gérer d'abord son groupe. Ça, c'est très, très, très important.
et il doit gérer le groupe en cas de stress ou en cas d'euphorie et le préparer à mieux jouer les matchs ensemble. Donc, disons que pendant un match, on parle moins de technique, mais on parle beaucoup plus de tactique. Aussi de psychologique, parce qu'il y a des moments dans un match où il y a des joueurs qui se sentent moins bien parce qu'ils sont menés ou bien parce qu'ils arrivent à un moment où c'est 24-23, ils doivent servir pour la balle de match. Si à ce moment-là, le gars il flanche mentalement, ben, il ne va pas servir convenablement. Juste ici, donc j'entends bien, on doit gérer, okay, mais concrètement, qu'est-ce que ça, c'est pour donner quelques pistes à ces jeunes qui sont en face, parfois un peu moins jeunes, mais qu'est-ce que c'est? Bah, il y a beaucoup. Oui, il y a des beaucoup plus âgés. Il y a pas mal d'exercices où il y a pas mal d'outils qui sont donnés. Moi, je donne régulièrement un clinique là-dessus, sur la gestion de l'entraîneur et de son équipe. Et donc, il y a moyen d'un peu apprendre à connaître son équipe en donnant quelques outils qui se trouvent aussi sur Internet, naturellement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et que ce soit avec un entraînement semaine ou alors 5 par semaine comme nous on fait, c'est de vraiment pour le coach d'apprendre à connaître les réactions des joueurs ou des joueuses que vous avez devant vous et d'en faire une unité, donc vraiment une équipe, quoi. Pas un groupe, mais une équipe. Une équipe, c'est quelqu'un. Enfin, c'est un ensemble de gens qui veulent aller vers le même résultat. Pour ça aussi, moi, j'emploie quelque chose. C'est en début de saison, j'arrive pas en disant voilà, cette année, on va faire ça, ça et ça, et l'objectif, c'est d'arriver à telle place. En général, je laisse un petit mois d'entraînement, et après ça, on se réunit dans les vestiaires. Je mets un tableau blanc et je leur pose la question. Qu'est-ce que vous voulez faire cette année? Quel est l'objectif du groupe? Quel est votre objectif personnel? C'est chaque fois un autre tableau. Qu'est-ce que vous attendez du coach, donc de moi? Qu'est-ce que vous attendez de votre club et qu'est-ce que vous voulez faire pour votre club? En général, il y a donc X réponses par page blanche que je leur propose. On les réécrit sur un papier et c'est un espèce de petit contrat que je fais avec mes joueurs sur lesquels ils se sont engagés à. Et donc, comme ils se sont engagés à, le jour où on arrive à l'entraînement et ils ont dit, par exemple, on ne va jamais laisser tomber un ballon par terre pendant l'entraînement, et que 10 de suite arrivent par terre sans que quelqu'un bouge, ben, je peux très bien ressortir mon petit papier en leur disant « Il me semble que vous avez signé un petit papier en disant que… » Donc ça, c'est un petit truc et il y en a beaucoup d'autres. Par rapport à l'entraîneur, je pense qu'entraîner, c'est gérer un processus. Entraîner, c'est faire évoluer quelqu'un, c'est le faire progresser, c'est le faire aller de l'avant, et ça ne va pas sans processus. Évoluer, c'est changer. Et pour changer, il y a toujours un processus. Il y en a qui sont plus faciles. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et je pense que quand on met la casquette de « je vais accompagner un processus », on est plus prêt à s'adapter aux bonnes réactions comme aux mauvaises réactions et au fait que ça puisse parfois prendre du temps ou pas. Par rapport au coach, je pense que coacher, c'est différent dans le sens où c'est essayer de mettre les qualités de son équipe en avant et de cacher les faiblesses de son équipe et d'utiliser les faiblesses de l'équipe en face. Maintenant, c'est pas toujours facile parce que bon, parfois l'autre équipe est plus forte et puis c'est pas toujours facile de gérer ses émotions. Je pense qu'un coach a une grande difficulté, c'est qu'il contrôle pas grand-chose. Il essaye d'organiser quelque chose et c'est les autres qui le font. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est à la base très nerveux. C'est pas toujours facile de me contenir, de me contrôler, de ne pas exploser. Mais je pense que le savoir, c'est aussi le gérer. J'en parle souvent avec mes joueurs. Souvent, quand j'exagère, on en reparle assez vite et souvent le lendemain. Les joueurs que j'ai, je les ai depuis longtemps. Donc l'avantage, c'est qu'elles me connaissent bien aussi. Elles savent qu'il y a toujours une intention positive derrière. Je pense que je fais aussi aucun transfert sans expliquer qui je suis et comment je fonctionne, l'exigence que j'ai pour moi-même et pour les gens, parce qu'à partir de là, on crée la relation et crée tout ce qui se passe derrière. Je pense qu'il est humain d'avoir des problèmes de maîtrise de soi, mais par contre, je pense que c'est extrêmement important que de faire en sorte que la relation soit toujours un win-win, qu'elle soit toujours OK des deux côtés. Alors,
Philippe vient de nous donner 5 minutes de plus, donc c'est extra. Alors, il y a un élément qui a été souligné dans l'intervention, et notamment de Sacha, mais je pense que tu en as parlé de manière indirecte, Hugo. Une des qualités des entraîneurs, me semble-t-il, c'est de pouvoir se remettre en question. Ça a été mis en évidence par l'un et par l'autre. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui, et pas seulement à la Fédération de volleyball, de pratiques réflexives. Donc, de travail sur soi-même. Donc, on interroge la manière avec laquelle on entraîne, la manière avec laquelle on coach, et quelque part, on fait évoluer sa pratique. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette pratique réflexive ? Quelles sont vos habitudes en la matière et comment fonctionnez-vous concrètement? Et je ne dis pas simplement rentrer en voiture chez soi et se dire « Ah, on a bien joué aujourd'hui », etc. Donc c'est vraiment revenir sur ce qui s'est passé pour pouvoir évoluer. C'est gentil. Ça, c'est déjà plus compliqué. Ouais, c'est gentil. Il est bien évident qu'on doit tout le temps se remettre en question, et d'autant plus qu'on change plus souvent de club. Donc pour Hugo, c'est un peu plus facile en restant dans le même. Enfin, j'étais resté 8 ans aussi à Haut-de-Game, et je pense que sur les 8 ans et sur les 10 ans que j'ai passé à Charleroi, j'ai évolué aussi. Pour la simple et bonne raison, d'abord que le volleyball, il évolue, je ne dis pas tous les jours, mais quand même d'année en année, aussi bien au niveau des règlements qu'au niveau du jeu en lui-même. Tout va plus vite, plus haut, plus fort. Donc il faut suivre ce rythme-là, même si on est un petit peu plus âgé, comme nous. Voilà. Et le reste, j'essaye surtout aussi d'écouter. Donc j'écoute évidemment celui avec qui je parle le plus, c'est mon adjoint. Mais j'écoute aussi que ce soit le comité par rapport qui devait jouer à cette place-là, mais par rapport à l'évolution de ce qu'ils voient dans leur équipe, puisqu'ils sont quand même importants. Parmi les joueurs aussi, peut-être pas avec tous les joueurs, mais avec quelques joueurs clés qui me donnent aussi une évaluation par rapport au travail qu'on fait ensemble. Et alors, je suis fort à l'écoute aussi de gens qui connaissent le volleyball et qui viennent nous voir jouer de temps en temps. Donc, pas les supporters qui viennent chaque semaine, parce que là, on ne voit pas beaucoup d'évolution, mais ceux qui viennent une fois ou 2 ou 3 fois par an, s'ils me disent qu'ils voient qu'il y a une évolution dans le jeu qu'on pratique, ça veut dire que le travail n'est pas trop mal fait. Et si par contre ils me disent « Oh là, vous jouez beaucoup moins bien qu'au début de la saison », je pense que là, il faut vraiment se remettre en question. Et je pense qu'alors le C4 n'est pas loin, quoi. Par rapport à la remise en question, à ça, je pense que c'est important de choisir les personnes avec qui on va le faire. Je pense que le métier d'entraîneur est un métier exposé. C'est facile d'être critiqué dans la presse, c'est facile dès qu'il y a 1 ou 2 matchs de perdus d'être critiqué par ses propres supporters. Si vous avez des jeunes joueurs, c'est souvent aussi par les parents de ces joueurs. Donc c'est un métier qui est exposé. Quand vous gagnez, vous êtes le meilleur. Quand vous perdez, vous êtes le plus mauvais. C'est souvent l'adage et c'est souvent vrai. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, pour pouvoir évoluer comme entraîneur, pour pouvoir évoluer comme coach, je pense qu'il faut mettre en place un système qui le permet. Le système que moi j'ai choisi, c'est d'avoir des entraîneurs d'expérience qui ont eu une carrière que je n'ai pas eue, ou pas encore, qui ont eu un niveau que je n'ai pas encore, des gens qui ont aussi la même philosophie ou la même vision du jeu, parce que pour ceux qui étaient là avec Michel, il expliquait aussi tout à l'heure que voilà, on peut jouer au foot en étant défensif, on peut jouer au foot en étant offensif, que c'est pas le même jeu. En volley, c'est la même chose. Et donc, moi, j'ai choisi des gens qui ont plus ou moins la même vision et la même philosophie que moi, mais qui ont juste beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc, par rapport à ça, c'est à ces gens-là que je donne le crédit de me critiquer, de remettre mes entraînements en question, de remettre mes coachings en question, de remettre mes choix en question. Et par rapport à ça, je pense que se remettre en question, c'est important, mais c'est aussi important que ce soit dans un environnement qui soit sain, qui soit équilibré et qui soit dans une dynamique qui soit positive. Je pense que pour moi, le métier d'entraîneur est beaucoup trop exposé que pour pouvoir remettre une importance telle dans les mains de tout le monde
Et je pense que quand j'entends Sacha, il fait plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il n'écoute pas tous les supporters, mais qu'il écoute des gens bien particuliers. Ben, moi, j'ai mis un système en place pour le faire, parce que c'est ça qui me permet aujourd'hui d'évoluer. Je suis quelqu'un qui a vraiment, comme on dit, les dents longues. Je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'ambition. Et par rapport à ça, pour moi, évoluer n'est pas du tout une option, c'est une obligation. Et donc pour ça, il faut vraiment mettre un système en place et faire en sorte que la progression soit au bout de l'histoire. Mais je pense que les deux entraîneurs qui étaient là avec nous ont l'un et l'autre mis sur la table toute une série de qualités cachées, depuis la gestion de groupe, en passant par la motivation, l'ambition saine. Et donc, ce sont des éléments très importants. On va passer aux questions, je pense. Je vais prendre un micro parce que l'autre est en panne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée par rapport à Hugo et à Sacha? Oui. Merci. Sacha, tu coaches depuis longtemps, tu as vu l'évolution, tu le disais tantôt, du volley, mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que vous ne parlez pas, par exemple, du phénomène coaching mental. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Hugo, je sais que oui, mais est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué, toi, dans ta carrière de joueur, par exemple? Enfin, voilà. Comme joueur, non. Je pense que mes coéquipiers me considéraient comme le psychologue de l'équipe, donc ça allait. Non, je pense pas. Mais par contre, comme entraîneur, dans certains groupes, oui. D'ailleurs, à Haut-de-Game, on a travaillé avec un coach mental qui venait chaque semaine, il passait au moins au club. De temps en temps, il prenait le groupe seul, donc sans moi. Et de temps en temps, il prenait une ou deux joueuses que j'avais désignées qui je trouvais être un petit peu moins bien à ce moment-là. Et moi, je ne parvenais pas à trouver la solution. Je pense que ça, c'était très important. À Warem, ici, on a une coach mentale, mais qui s'occupe plus de l'équipe fille de Liga B, à qui j'ai fait appel pour une chose, c'est que j'ai une équipe qui rate un nombre incalculable de services. Et de quoi Fred et moi, on devient fou. Et donc, on lui a posé la question. Donc, elle a fait une interview de chaque joueur séparément. Elle nous a fait un compte rendu et il y en a qui ne se rendaient pas compte que, par exemple, ils n'ont pas les mêmes gestes avant un service, mais ils disaient qu'eux, ils avaient les mêmes gestes. Donc après, on a, nous, fait une étude là-dessus. Donc Fred, avant chaque service, marquait ce qu'un joueur faisait. On s'est rendu compte que pas du tout. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit discuter avec les joueurs pour mettre en place pour l'avenir. Donc oui, c'est super important la présence d'un coach mental. Maintenant, je ne pense pas non plus que ça doit être quelqu'un qui remplace le coach pour ce rôle-là. Je pense que quelque part, le coach doit avoir ça aussi, lui-même, et parfois peut se faire aider. Moi, je peux très bien aussi, le coach mental de Haut-de-Game, je lui ai de temps en temps parlé pour des moments où moi, je me sentais moins bien par rapport au groupe. Et il m'a donné 1 ou 2 exercices à faire, tout simple. Avec un rendez-vous, c'était suffisant, parce que, bon, on ne sait pas tout non plus. Et puis, chaque semaine pour un entraîneur peut être une nouvelle semaine. Il peut y avoir un joueur super important qui est blessé, il peut y avoir un divorce parmi les joueurs. Bon, moi j'ai des tout jeunes là, ou des toutes jeunes filles que j'avais l'année passée aussi. C'est fini avec le petit ami. Pour certaines, c'est un drame, mais c'est vraiment le drame qui peut remettre en cause la victoire d'un match ou pas, quoi. Donc ça sont des trucs. Bon, maintenant je suis aussi papa et depuis pas longtemps grand-père, donc c'est aussi peut-être un petit peu plus facile à gérer. Mais bon, pour un jeune coach, c'est quelque chose de nouveau. C'est là un bête exemple. Quand je suis arrivé à Charleroi, j'avais une joueuse polonaise, Kwasniewska, qui était une des meilleures joueuses du championnat de Belgique, qui s'entraînait comme une bête. Elle était aussi musclée, incroyable. Et après 2 semaines d'entraînement, elle me fait un entraînement, mais alors vraiment où elle ne foutait rien. Le lendemain, idem. Moi, je devenais super fâché, donc je l'engueulais. Puis ça passe. Et puis 1 mois plus tard, elle avait de nouveau la même chose. Et moi, je n'avais pas fait la réflexion, puisque c'était la première fois que j'entraînais quand même des filles. Je connais le fonctionnement d'un corps féminin, mais pas à ce point-là. Et donc, il y a une autre joueuse qui est venue me trouver, Liv Van Onande, une des anciennes, en me disant, écoute, quand elle a ses règles, elle ne sait plus bouger. Elle avait tellement mal avec ça. Donc ça, c'est quelque chose pour un entraîneur. S'il entraîne des filles, il faut
tenir compte de la chose. C'était à ce point-là que si on avait un match et qu'elle commençait les règles à ce moment-là, elle devait prendre une pilule pour retarder ses règles. Sinon, elle ne savait à la rigueur même pas jouer un match. Donc, ce n'est pas une question de mauvaise volonté à l'entraînement. Donc, ce sont des petits détails qui, après, je suis entraîneur depuis 28 ans, je pense, ou presque 30 ans. On apprend un petit peu à gérer, mais de temps en temps, c'est vrai qu'il faut se faire aider, quoi. Meilleur aujourd'hui. Applaudissements. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Toujours le temps de se décider à lever la main. Bonjour à vous, merci pour vos interventions. J'aurais juste voulu peut-être poser une petite question à Hugo. J'ai la chance de connaître les deux préparateurs physiques avec qui tu travailles. Et je voulais voir peut-être quelles étaient les qualités cachées ou l'avantage, la plus-value d'avoir des préparateurs physiques qui n'ont peut-être pas eu une carrière de haut niveau dans le volley et qui ont peut-être eu la chance d'expérimenter d'autres choses via d'autres activités physiques et sportives. La question elle est vraiment intéressante. L'avantage d'avoir Xavier qui est malheureusement pas là et Jonas qui est là, qui viennent d'autres sports, c'est qu'ils ont une vision qui est beaucoup plus ouverte que la mienne à la base. Ma carrière de joueur m'a fait rencontrer des préparateurs physiques ultra spécialisés volley. Et puis eux, ils sont arrivés avec des concepts qui venaient d'autres sports, où on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Par exemple, on a parlé un peu de l'unipodal chez les filles. L'unipodal est fort utilisé au handball. Et nous, on l'utilise complètement en club. On n'utilise quasiment pas le squat sur la charge sur le dos. On ne fait pas ça. On utilise des poids qui sont moindres et on ne travaille qu'à une jambe. Ça, en plus, ça fonctionne bien parce que grâce à ça, elle saute plus haut. On a fait l'étude dans le club. On a travaillé avec un groupe sur le squat et un groupe sur l'unipodal. Et on a plus de résultats sur la détente avec l'unipodal. Et donc, le fait qu'ils viennent d'autres sports, ça me permet à moi d'ouvrir mon esprit. Ça me permet à moi de voir les choses autrement et puis d'aller m'intéresser aussi ailleurs. Une des choses dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on essaye en staff d'une fois par an de partir tous ensemble à l'étranger, d'aller voir un autre contexte. On essaye ici d'aller en France cet été voir Émile Rousseau. On essaye de changer d'air tous ensemble pour voir si on peut s'inspirer d'autres choses. Je pense que Michelin a parlé tout à l'heure que le football était un peu à la traîne il y a quelques années. Moi, je pense qu'il y a des sports qui sont bien plus loin que le volley. Quand je vois ce qu'on fait au tennis, et Jonas vient du tennis, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment extraordinaires et qui ne sont pas encore dans notre sport. Et on essaye, nous, d'innover. On fait des essais. Parfois, je dis que le Tchalou, c'est un peu mon laboratoire, c'est un peu vrai. Mes joueurs ne sont pas des rats, mais c'est un peu mon laboratoire. Et on essaye vraiment de mettre en place des choses qui viennent d'ailleurs, parce que je pense que chaque sport a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Bien, merci. Je pense qu'on peut les applaudir pour cet échange vraiment très, très intéressant. Alors, je vais inviter maintenant Alain Gaspo à venir me rejoindre pour la dernière partie de ce congrès. Alors, c'est un petit peu le hasard qui m'a fait rencontrer Alain, puisqu'on s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui, finalement, et on a eu un échange téléphonique il y a quelques jours. C'est grâce notamment à Xavier Picard, qui est une personne qui nous soutient depuis plusieurs années et qui m'a dit justement, je travaille avec une personne qui a peut-être des choses intéressantes à vous transmettre dans le cadre de ce colloque. En fait, Alain, il est de double nationalité, Suisse, Bénin. Il a une carrière de footballeur professionnel quand même de haut niveau, puisque tu as été champion de Suisse à plusieurs reprises, avec Sion, je pense, c'est ça. Et il y avait peut-être un autre club, non, c'est ça. Et alors, hormis ce parcours de footballeur professionnel en Suisse, tu étais dans l'équipe nationale du Bénin, où tu as participé à 2 fois à la CAN. Et tu as aussi eu une brève expérience aussi en tant qu'entraîneur et entraîneur d'équipe nationale. Et donc, dans ce contexte-là,
De nos discussions, il y a toute une série de choses qui sont parues intéressantes, et notamment cette double nationalité, on va dire européenne, africaine, avec notamment un brassage culturel qui me semblait très intéressant parce que ce brassage culturel est omniprésent en fait dans le milieu du foot et pas que dans le foot. Et les entraîneurs doivent apprendre à gérer avec ce brassage. Donc peut-être, je ne sais pas si tu as d'autres éléments pour commencer de présentation à ajouter. Je pense que c'est intéressant que tu te présentes aussi un petit peu plus que les petits éléments sommaires que je viens de donner. Et puis après, je te poserai quelques questions justement par rapport à cette thématique et par rapport aux secrets ou aux qualités cachées de l'entraîneur que tu as pu peut-être percevoir à travers ta longue carrière sportive. Merci. La journée était longue. J'imagine que vous êtes un peu fatigué, donc je vais essayer d'être bref. Donc voilà, je suis né au Bénin en 1970. Mon père est suisse. Il a connu ma mère de par son travail. Il travaillait pour la fédération suisse. On a ensuite grandi à Madagascar. Je suis retourné en Suisse avec mon père à l'âge de 7 ans. Et c'est à Madagascar que j'ai découvert le football à travers un mur à l'âge de 6 ans où je voyais des enfants courir après un ballon. Je me demandais ce que c'était. Ça avait l'air amusant parce qu'on n'avait pas la télé à cette époque-là. Je fais partie d'une génération où on était loin de pouvoir imaginer avoir des préparateurs en préformation, en formation. C'est arrivé bien plus tard. Donc j'ai connu le football en arrivant en Suisse en 77, où je me suis inscrit dans mon club du village. Et pour moi, c'était du plaisir, où je pouvais partager avec des copains, de courir après un ballon, de me libérer. C'était vraiment ça, quoi. Il n'y avait pas de but, on va dire, de carrière, où je ne savais même pas qu'on pouvait être joueur professionnel. Et ça, jusqu'à l'âge de mes 18 ans. C'est important pour moi de venir là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu, on va dire, la chance de rencontrer 45 entraîneurs dans ma carrière, que ce soit au niveau international avec des sélectionneurs ou au niveau des clubs. Tous professionnels, en partant d'un entraîneur qui a gagné le Scudetto avec Napoli et Maradona, que j'ai eu la chance d'avoir, et son préparateur physique italien, Cerullo, qui sort de l'école de Coverciano dans les années 89-90. Donc c'est tous ces différents entraîneurs qui m'ont permis de comprendre que le football est quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et je pense qu'on ne va jamais tout maîtriser, même si d'année en année, on essaye de maîtriser le plus de choses possibles, que ce soit au niveau athlétique, que ce soit au niveau psychologique, mental ou au niveau tactique. C'était intéressant d'entendre Sacha et Hugo, où c'est un jeu tactique, le volleyball. On essaye de connaître toutes les formules, je pense qu'on les connaît. Chaque formule a bien sûr l'équivalent contraire, donc de contrer pour ensuite passer à l'attaque. Donc le football, on y arrive parce que tout est décortiqué. On essaye sur 22 joueurs de comprendre toutes les tactiques différentes, et à chaque tactique, bien sûr, il y a son opposition pour pouvoir gagner un match. Donc c'est encore d'autant plus complexe. À ça, il faut bien sûr amener, on va dire, l'aspect mental. Donc chaque joueur a ses propres problèmes, a ses propres ambitions. Chaque joueur a ses propres objectifs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, vous allez rencontrer, vous, en tant que formateur ou en tant que coach, des joueurs qui en connaissent peut-être plus que vous sur FIFA, où on peut être à la fois manager, on peut être coach, et on connaît toutes les techniques et les tactiques. Donc c'est arrivé que voilà, il y a des joueurs qui rigolaient en préadolescence, en se moquant parfois de leur entraîneur. J'ai vécu ça parce qu'ils en connaissaient plus que lui au niveau tactique. Donc c'est toutes des choses qu'il faut maîtriser. Pour revenir rapidement à ma carrière, j'ai commencé ma carrière en 1991, où j'ai commencé une carrière de professionnel en Suisse qui a duré 18 ans dans 8 clubs professionnels. J'ai même fait partie de l'équipe nationale suisse pendant une saison avant de me faire les ligaments croisés qui m'ont écarté des terrains pendant 6 mois. Ça me permet d'aborder aussi la question de la réathlétisation. J'ai fait les ligaments croisés en 1995, sauf erreur,
Et à cette époque-là, c'était encore pas très répandu. Donc on ne pouvait pas se soigner, s'entourer, on va dire, de préparateurs physiques ou d'un staff médical compétent qui nous permettait de revenir quotidiennement à un niveau top après plusieurs mois. Donc je suis parti à Cap-Breton, que M. Aubert connaît certainement, où là j'ai suivi avec un encadrement vraiment top de haut niveau, une réathlétisation optimale. À la fin de ma carrière, à l'âge de 30 ans, je voulais retourner un peu dans mon pays pour essayer de connaître un peu mes racines, vu que mes parents avaient divorcé à l'âge de 8 mois. J'y suis jamais retourné. Donc j'ai pris mes enfants et je suis reparti au Bénin. Et là, j'ai voulu redécouvrir et surtout découvrir pour moi ma mère, qui était restée au pays. C'était en 2002. Donc j'ai pris mes 2 enfants, je suis parti au Bénin. J'ai retrouvé ma mère après 32 ans, que je n'ai pas connue. C'était un moment d'émotion très, très intense. Et à partir de là, je suis arrivé le 17 décembre. Et le 24 décembre, elle est malheureusement décédée d'une suite d'une leucémie. À partir de là, c'était le début pour moi de me dire, voilà, j'aimerais redonner quelque chose à mon pays. Comment je peux le faire? Et la plus simple des choses pour moi était de le faire à travers le football. Donc j'ai averti la famille de se rapprocher de la Fédération béninoise de football pour leur dire que j'étais prêt à aider le pays, vu que j'étais encore joueur professionnel. Donc au mois de février, j'ai eu le sélectionneur béninois de l'époque, qui était Jean Talman, un Belge, qui m'a appelé pour me dire, voilà, j'ai appris que tu... René Talman, merci. Qui m'a dit, voilà, c'est intéressant de t'avoir en équipe nationale, est-ce que tu peux venir aider le pays? Donc à partir de là, je suis venu en équipe nationale du Bénin, où j'y ai joué pendant 7 ans, avec 2 Coupes d'Afrique des Nations en tant que joueur et une Coupe d'Afrique des Nations en tant qu'encadreur et en faisant partie de la direction technique nationale. C'est en 2008 que le ministre des Sports, alors que je raccroche mes crampons, après la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana, me dit, voilà, on aimerait développer le foot des jeunes. J'avais mes diplômes UFAB. Il me dit, est-ce que tu ne veux pas reprendre les jeunes? J'ai bien sûr sauté sur l'occasion, ça permettait de continuer un peu ce que j'avais commencé, de vouloir aider mon pays. Donc j'ai fait partie depuis 2008 de la DTN, où j'ai eu l'équipe nationale des moins de 21 ans. Ça a été très très dur, parce que comme je viens de vous l'expliquer, j'ai grandi en Suisse, donc avec une éducation bien carrée, avec une culture totalement différente, même si dans mes gènes, il y a quand même l'Afrique qui est toujours présent. J'étais confronté à beaucoup de choses au niveau culturel, au niveau religieux et spirituel. Par exemple, je faisais mon programme hebdomadaire et la première semaine, on me dit, voilà, il y a entraînement vendredi soir, j'arrive à l'entraînement, personne. Je demande à mon staff, ils sont où? Ils sont allés prier, ils vont dans la rivière tous les vendredis soirs, donc j'ai dû réaménager mon agenda en comprenant que voilà, il y avait des choses auxquelles il faut s'adapter. Donc l'aspect, on va dire, ouverture, tolérance, ont été vraiment indispensables à une bonne intégration. Donc c'est ce genre de choses voilà, où j'ai dû m'adapter, malgré que je connaissais les 2 cultures, ça n'a pas été facile pour moi, cette adaptation. Voilà, merci pour cette longue présentation, mais très intéressante. Alors, je vais revenir sur une chose que tu as dit au début. Tu as dit que tu as eu 45 entraîneurs. Est-ce que... Alors, ce sont des échanges qu'on a eus, hein, mais tu m'as dit que finalement, là, il y en a peu que tu as vraiment retenu. Alors, quand on parle de ces qualités cachées, tout de suite, tu as fait le lien avec... Voilà, j'en ai beaucoup, mais finalement, il y en a très peu que j'ai retenus. Quel était l'élément commun entre ceux que tu as retenus? Merci pour la question. C'est vraiment très, très important. C'est vrai que sur ces 45 entraîneurs, au début, un entraîneur a croisé mon chemin. Je crois que c'est celui qui m'a permis d'en faire une carrière. Je suis quelqu'un qui n'a pas de prédisposition au niveau footballistique. Ce n'est pas inné en moi. Par contre, j'ai eu des qualités de par mes gènes africaines, athlétiques, au-dessus de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne. J'étais d'une vivacité
j'étais très rapide et très vif. Donc par contre, j'étais pas très habile devant le but et comme il n'y avait pas de formation, tout ce qui me plaisait, c'était courir. L'entraîneur de mon club à l'époque me dit, écoute Alain, je te vois bien, c'était l'époque de Saki, où on commençait à jouer en 4-4-2 avec des latéraux qui sont offensifs. Il me dit, je te vois bien latéral droit, ne t'inquiète pas, si tu ne vas pas réussir à percer en étant attaquant, essaye latéral droit. Et c'est l'année du déclic. On a joué, j'étais en 2e division, on a joué contre une 1re division. J'ai joué latéral droit, je crois pour la 2e ou 3e fois, et j'ai été repéré par le directeur sportif du club du FC Saint-Gall qui m'a donné mon premier contrat professionnel. Donc c'est cette rencontre avec cet entraîneur qui a cru en mon potentiel, qui n'était pas évident, qui s'est dit, voilà, il n'a peut-être pas les qualités pour être à ce poste-là, mais je pense qu'il a les qualités pour être à un autre poste. Et c'est ce qui m'a fait décoller et qui m'a permis d'avoir 18 ans de carré derrière. Il y a eu d'autres entraîneurs, il y en a eu 4 sur les 45, dont le premier. Il y a eu d'autres entraîneurs, vraiment au niveau international, qui sont très connus, où les choses ne passaient pas. Il y a eu un entraîneur italien qui était le meilleur de sa génération, Coverciano. Il l'a sorti avec des notes incroyables. Il est arrivé au FC Lugano. Pour vous dire, il faisait les théories. À la mi-temps du match, il avait un classeur. Il posait le classeur sur la table. Notre première mi-temps correspondait à une page de son classeur. Il ouvrait la page et il lisait ce qu'il y avait sur le classeur. Donc voilà, tout ce que je veux dire, c'est que beaucoup ont oublié l'aspect humain. Beaucoup ne m'ont pas touché, ne m'ont pas apporté ce que je pouvais prendre, parce que j'étais bien sûr ouvert à prendre, ce qui les intéressait ou ils étaient focalisés sur le résultat. Ils ont oublié qu'ils avaient peut-être des humains au-delà d'être des joueurs. Donc ceux qui m'ont touché, c'est ceux qui m'ont considéré en tant qu'homme, qui ont réussi à déceler, on va dire, des qualités qui pouvaient faire partie de l'équipe, qui n'étaient pas forcément là au moment où ils en avaient besoin. C'est ces entraîneurs-là, je pense, qui m'ont permis de faire une carrière et qui ont permis de croire aussi en ce métier d'entraîneur. Donc si j'ai peut-être un message à vous faire passer, beaucoup d'anciens joueurs et d'anciens professionnels vont vous dire « Ah, j'ai rencontré telle ou telle personne, ils m'ont permis d'avoir un déclic. À ce moment-là, j'ai décollé. » Donc voilà, ce que je voudrais vous demander, c'est d'être peut-être le déclic de quelqu'un, à un moment donné, quand vous allez être formateur ou entraîneur. Peut-être dans la volée que vous avez, il n'y a peut-être pas de gros talent, mais il y a des joueurs qui peuvent progresser. Et comme l'a dit Hugo, un entraîneur, un coach, c'est se remettre en question tout le temps. C'est d'apprendre, de donner quelque chose et de faire évoluer chaque personne avec ses propres qualités, avec son propre caractère, avec son propre vécu, avec son environnement. L'Afrique, c'était tous les jours, ils n'avaient pas à manger. Donc des fois, j'avais des joueurs qui n'avaient pas mangé pendant 2 jours. Donc il faut prendre ça en compte. Ici, c'est peut-être des familles qui ont des difficultés, donc des joueurs qui arrivent perturbés à l'entraînement, il faut prendre ça en compte. Donc voyez l'homme, le jeune, avant de voir l'athlète. C'est peut-être ça qui va faire la différence dans le métier que vous allez faire. Merci. J'ai encore une deuxième question, et puis après, je propose à l'Assemblée éventuellement de poser l'une ou l'autre question si on le souhaite. Ma deuxième question, alors, elle est plutôt sur la gestion des différences culturelles. Notamment, par exemple, je sais bien que la question du ramadan, c'est un exemple, mais ça peut être autre chose, est une vraie problématique pour un sportif de haut niveau, pour un entraîneur. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça que tu peux évoquer, par rapport à ton expérience, toi, de joueur et peut-être d'entraîneur ? De joueurs, je l'ai vécu et ça on le vit tous les jours, c'est que dans les vestiaires il y a des clans, sans que ce soit péjoratif, parce qu'on s'approche de personnes avec qui on a des affinités. Donc les Africains sont ensemble, les Maghrébins sont ensemble, les Européens sont ensemble, les Sud-Américains sont ensemble. C'est possible d'avoir une équipe cohérente qui va jouer le dimanche et vous apporter des victoires malgré ces clans dans le vestiaire, donc c'est pas toujours négatif. Par contre, il faut savoir faire cette différence et avoir une ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit m'a permis, moi, de faire partie d'aucun clan, même si j'ai des affinités génétiques avec les Africains. J'adorais être avec les Sud-Américains, avec les Brésiliens, j'adorais être avec les Slaves, avec les Maghrébins, parce que tous m'ont appris et ont eu des choses enrichissantes à m'apprendre.
Par contre, aucun ne m'a imposé une religion, un rythme, une croyance. Et c'est ce que j'aime dans le football. C'est que voilà, ça va au-delà des frontières, ça va au-delà des religions. Ça permet de rassembler une équipe avec toutes les religions différentes sur un seul objectif. Donc c'est peut-être de ça qu'il faut vous servir. En Afrique, c'était compliqué pour moi de comprendre ou de leur faire comprendre, de trouver les mots pour leur dire le ramadan, je vous entends, je le comprends, c'est important pour vous. On me dit coach, Dieu ne veut pas que pendant le ramadan je mange. Je dis oui, je lui dis d'accord, je comprends, ton Dieu ne veut pas ça, mais si tu ne manges pas, tu ne vas pas être performant le week-end. Et ce qui est vital pour toi, ce que veulent tes parents, ce que veut ton Dieu, c'est ta réussite, la réussite de ta famille, le bien-être de ta famille. Si tu joues bien, tu auras une chance d'être repéré en équipe nationale, tu auras une chance d'être repéré au niveau international, tu auras une chance de partir en Europe. Et avec ton salaire en Europe, tu auras une chance de faire vivre ta famille, ton village, ou même au-delà, tes amis. Donc, c'est un message qu'ils ont compris. Donc, ils se sont permis de ne pas faire un ramadan à 100% dur, rigide, en ayant trouvé, entre guillemets, une porte de sortie. Donc, il faut vraiment comprendre que les religions sont importantes parce que c'est des croyances et ça permet de donner un but à chaque personne, au-delà du sport. Donc, dans un vestiaire, il faut se servir de ça. D'accord ? Si j'ai un joueur qui prend son tapis avant le match, il va sous la douche, il va prier. Donc, laissez-lui ce temps-là, parce que lui, il a besoin de ça pour être performant. Si un autre, il a besoin mais je vous parle du vécu, de couper un bout de scotch et de mettre des croix du Christ sur ses protèges tibias, de sauter sur un pied avant de rentrer sur le terrain, puis sur l'autre, c'est toutes des choses qui vont le mettre en confiance. Donc, ne surtout pas bannir ça, s'en servir. Et j'aimais bien piquer au vif mes joueurs en équipe nationale pour leur dire quel est ton objectif à toi, ton objectif personnel. En Afrique, c'est spécial parce que c'est plus ou moins tous le même. C'est de devenir joueur professionnel, c'est de partir en Europe parce que l'Europe, c'est l'Eldorado. Je lui dis, mais pour arriver là, tu dois penser à ta famille. Ta famille doit avoir faim, ta famille a besoin de moyens et tu es peut-être la clé justement de ces problèmes-là. Donc le joueur se sent concerné. Le joueur va donner le 200% parce que son objectif personnel, c'est de réussir lui en tant qu'individuel. Mais ce n'est pas forcément le même que celui qui joue à côté de lui. Et l'important, c'est de rendre l'objectif de chacun pertinent pour qu'il puisse servir un résultat collectif. C'est toute la difficulté des entraîneurs de nos jours. Il y a des entraîneurs qui sont de très grands meneurs d'hommes, qui ne sont peut-être pas de grands tacticiens, mais ils arrivent à ce que les joueurs, leurs joueurs, se tuent sur le terrain, donnent leur vie sur le terrain pour lui, parce qu'il arrive à les motiver. Il y a d'autres entraîneurs qui sont plus distants, qui se disent je ne veux pas être trop copain, trop proche, je reste un peu plus loin. Par contre, je suis plus tactique, je suis plus pour mettre mon préparateur physique, en l'envoyant peut-être lui, qui soit plus proche, qui fasse le relais, pour aider à avoir une communication pas directe, mais indirecte. Donc, l'important, c'est d'y aller avec passion, de croire qu'on apporte quelque chose, mais de toujours se remettre en question, et bien sûr de connaître toutes les différences culturelles ou religieuses, de les accepter, essayer de les emmener et de modérer le tout pour avoir un résultat sur la compétition, d'être compétitif au maximum le week-end. Merci pour ce témoignage. Alors, on a le temps pour une ou deux questions, là, dans l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut poser une question à Alain par rapport à son témoignage ? Non, ben alors je pense qu'on peut te remercier vraiment pour ta venue, ta participation. Je pense que c'était vraiment très important. Et juste avant de conclure, nous allons avoir une petite présentation en fait de Stéphane Krings, que j'ai rencontré à l'époque quand j'ai travaillé à Seraing, mais qui a travaillé aussi à l'époque avec Guy, et qui a développé une interface qui permet d'aider les entraîneurs de foot à gérer toute une série de paramètres justement liés à la performance. Et voilà,
c'est quand même pas fréquent d'avoir des produits qui sont made in Wallonia. Et donc, je pense que c'est intéressant de présenter ce genre de choses-là. Donc, je me suis permis de lui offrir une petite vitrine de 2 minutes. Donc, on regarde ta petite présentation avec plaisir avant de conclure pour le congrès. On a un petit problème technique avec le son, mais voilà, la vidéo parle déjà d'elle-même. Donc voilà, d'ici, donc merci Maurice, merci à tous. Donc simplement, Coaching Player à la base est un logiciel français créé en 2011. Moi, suite à des colloques de l'école des entraîneurs à l'époque, en 2013, j'ai eu l'opportunité de devenir un des premiers utilisateurs en dehors des frontières françaises. En 2015, j'ai eu avec un ami l'opportunité de racheter la marque et tout ce qui s'ensuit. Et depuis ici, début janvier, nous sommes en train de créer une nouvelle version qui sortira en juin de cette année, donc juste avant, à l'aube de la nouvelle saison. Et ce sera une plateforme collaborative, donc où en 2011, les Français étaient partis, eux, du rôle de l'entraîneur. Aujourd'hui, demain, la plateforme sera dédiée à chaque métier d'une structure d'un club de football. Donc ça veut dire que la plateforme collaborative permettra tant à un président de l'utiliser qu'à une secrétaire, qu'à un préparateur physique, un kiné ou autre. Et suivant la fonction dans le club, chacun aura son espace personnel et pourra interagir avec les personnes adéquates au sein de la structure. Grâce à notre partenariat avec Jaiway, une société luxembourgeoise qui est, elle, spécialisée dans la transformation digitale, on va pouvoir au niveau des flux des documents et autres vraiment basculer sur une plateforme qui répond non pas à ce qui se fait aujourd'hui mais pratiquement à ce qui se fait demain. Donc je vous invite d'ici le mois de juin à vous tenir informé, à aller voir peut-être sur notre page Facebook et autres les évolutions. On a une version, la première version bêta sort demain, on a les premières phases de testing et d'ici le mois de juin la nouvelle version sera en ligne. Voilà, merci à vous tous. Merci. Bien, c'est presque terminé, mais pas tout à fait. Alors, il y a d'abord une première chose, c'est le prix du poster. Et donc, je ne sais pas si les candidats sont toujours présents, mais j'ai été compter les likes et le verdict est le suivant. Donc, on a le vainqueur, c'est Franck Dubois. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, tu peux venir chercher ton prix. Et le prix, c'est notre partenaire de Book qui offre un bon d'achat de 100 € pour un livre de leur collection. Donc, je pense que c'est un cadeau assez sympathique. Alors, on a la chance d'avoir reçu finalement des bons pour les 3 premiers posters. Et donc, le deuxième poster, c'est Hans Bourgeois. On peut l'applaudir. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà.
Voilà. Est-ce que Hans Bourgeois est là? Oui, magnifique, voilà. Alors, c'est un bon de 75 €. Voilà, et je te félicite également pour ta participation et ton poster. Et le 3e prix revient à Gianni Bastianini, mais qui, je pense, est parti, a dû partir pour des raisons familiales. Est-ce que quelqu'un proche de lui peut lui remettre le prix? Sinon, on lui transmettra. Il y en a quelqu'un qui est collègue directement? Non? On le gardera et on lui enverra. OK. Merci beaucoup. Alors, une dernière chose. Attendez, c'est pas tout à fait terminé. Alors, je vais essayer de conclure quand même très rapidement. Donc, la thématique, c'était les qualités cachées de l'entraîneur. Je pense qu'on a eu des discussions toute la journée qui ont mis en évidence une série de choses. Et j'ai envie de pointer quelques idées clés qui sont ressorties de manière générale. Alors, une première chose que j'ai ressentie à travers tous les intervenants, et je pense que c'était extrêmement visible dans la présentation de Frédéric Aubert, c'était la passion, c'était l'engagement, le dynamisme. Et je pense que sans ça, c'est compliqué. Alors, on l'a vu à travers aussi les échanges, et notamment la partie plus théorique de Stéphane, la transmission de savoir, le partage d'expériences. C'est également un élément qui est fondamental, et de nombreux participants ont souligné qu'ils sont devenus experts grâce à d'autres personnes, à d'autres rencontres. La crédibilité, être crédible, c'est très important. Construire la confiance, ça a été également mis en évidence. L'adaptabilité de l'entraîneur, sa capacité à bricoler. Alors, on a parlé d'émotion. Au niveau scientifique, de plus en plus, on parle d'intelligence émotionnelle. Et ceux qui sont venus à la RIS, il y avait des présentations et un poster qui parlaient justement de cette gestion, de cette intelligence émotionnelle. Et c'est un facteur qui semble effectivement lié à la qualité d'un coach. Et donc là, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et je pense qu'il doit être creusé. Et là aussi, peut-être au niveau des formations, il y a peut-être des choses à faire. L'importance du choix, du recrutement des joueurs, du recrutement du staff. C'est un autre élément qui est également ressorti de l'ensemble de ces discussions. L'importance des rencontres, des partages, le travail des relations entre collègues, avec les joueurs, avec les partenaires, avec la hiérarchie, avec les parents. Le sens de l'autocritique, les pratiques réflexives, la remise en question sont également d'autres éléments qui ont été épinglés et qui semblent vraiment très importants. On a parlé de la chance. Il en faut aussi, parfois, ça ne joue à pas grand-chose. Un peu de réussite ou parfois un peu de malchance va parfois changer certains cours des choses. Et, non des moindres, très important, tenir compte des différences. On vient de l'entendre maintenant, on l'a entendu tout à l'heure avec la présentation de Frédéric Aubert, et dans d'autres contextes, c'est aussi fondamental de prendre conscience de ces différences et aussi de rentrer vraiment en communication avec les personnes, de façon, avec les sportifs, de façon justement à avoir cette crédibilité qui est revenue de manière régulière. Voilà, je pense que ce sont en tout cas, ce sont ceux que j'ai notés, j'en ai peut-être oublié, mais ce sont vraiment des éléments importants et qui ressortent vraiment, finalement, de ces qualités cachées de l'entraîneur. Et je vous retiens encore 2-3 minutes, si vous voulez bien, parce qu'on a également, je pense, une dernière petite chose à faire dans cette journée. C'est quand même de mettre en l'honneur une personne qui a été très importante pour moi, très importante pour plusieurs d'entre vous ici, et qui a contribué à ce que je suis, et à ce que toute une série de personnes sont aujourd'hui, ici dans l'Assemblée. Je pense que c'est Philippe qui va nous en parler. Voilà, je serai très bref. La journée fut longue, aussi riche que longue.
Alors, cher Marc, cher professeur, si vous vouliez bien nous rejoindre, hein, pas pour faire un discours, hein, je vous rassure. Alors, on voudrait conclure cette journée par un hommage à un grand monsieur, non pas du sport, mais de l'éducation physique. Alors, il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas le secret de la réussite, mais je connais celle de l'échec, c'est vouloir plaire à tous. Alors, Marc n'a pas plu à tout le monde, parce que quand on est un homme de conviction, eh bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est un homme de conviction qu'on va aujourd'hui fêter parce que c'est la fin de sa carrière. Je pense qu'elle se termine en apothéose avec la semaine de l'éducation physique, quelques heures sur la semaine de sommeil pour Marc. Alors, je ne lis pas mon texte, mais je voudrais simplement vous dire que Marc, on lui doit quand même beaucoup de choses, même si ça ne se sait pas. Ce sont des choses souterraines. Il s'est battu énormément pour que Liège fût enfin un centre de haut niveau. On sait pour quelle raison ça ne l'a pas été. Ce centre, c'était Speedy. Il faut savoir aussi, parce que personne ne le sait peut-être, que c'était son surnom en volleyball. Il était un peu excité, si vous voyez ce que je veux dire. Et Marc a amené beaucoup de choses en éducation physique par sa rigueur et sa droiture. Alors forcément, on a toujours les qualités de ses défauts et le défaut de ses qualités. Alors je voudrais quand même terminer en disant aussi que Marc a voulu donner des lettres de noblesse à son université, à l'éducation physique et à notre métier. J'en suis convaincu, son travail payera un jour, et parce que je crois à cette aussi belle qu'obscure action, je voudrais que vous vous leviez et que vous lui rendiez, au terme de cette semaine de l'éducation physique et de ce colloque, l'hommage qu'il mérite en l'applaudissement une dernière fois. De toute façon, vous serez prêts comme ça à aller boire un verre de l'amitié avec tout le monde. Voilà. On vous attend à la cafétéria. Il y a du cava, il y a tout ce que vous voulez pour boire un verre ensemble et discuter alors vraiment. Regarde ce qu'il y a dedans. S'il y en a qui ont encore des attestations à signer, vous pouvez venir tout près de moi. Alors, vous ne le savez peut-être pas, cher étudiant de Marclouz, mais c'est un passionné de BD. Alors, beaucoup de BD érotiques, évidemment, mais on lui a offert des choses que j'espère qu'il n'a pas. Voilà. Parce que maintenant, ça va être un pensionné, je pense, hyperactif. Il va rejoindre la Fédération d'éducation physique. Voilà ici le dernier pharaon, c'est une merveille. J'espère qu'il ne l'a pas. C'est pas grave, on peut se changer. Ça veut dire que tu as bon goût. Voilà, allons boire un verre ensemble. Je crois que la meilleure conclusion qu'on puisse avoir. Et eh bien, rendez-vous dans 2 ans pour le 5e colloque Guy-Namurois, qui sera très différent, parce qu'ils sont tous très différents, mais qui sera aussi chouette, on l'espère. J'ai un petit doute sur ce que je t'ai remis, je pourrais regarder parce que en vérifiant le sera je la remets là. Attends, je vais m'enlever du reste, comme ça, voilà, c'est ici. Mais vas-y, fais ce que tu veux. Ils sont tous les mêmes, donc, les ordinateurs. Ouais. Mais c'est parce que je le vois occasionnellement. Je vais lui envoyer, je vais enlever par système. Voilà qui sont
c'est une énigme, ça. Ça, c'est une énigme. Oui, parce que j'ai mis un PDF. Oui. J'ai préparé un PDF, il n'apparaît pas comme PDF. Enregistre-le sur ta clé à partir de ton PC. C'est parce que tu n'as pas enregistré personnellement. C'est pour ça. Oui, oui. Recommence avec. Tu peux le laisser dessus, c'est pas un problème, mais il faut que tu recommences avec ton PC. Ça marche. Oui. S'il y a un souci, tu m'appelles. Oui. Je suis pas un spécialiste, mais enfin, comme je trifouille tout le temps dedans, je finis par trouver toutes les erreurs. Oui, c'est ça. Parce que j'ai compris. C'est bien l'expérience. Hein. Ah ben, c'est ça. Marc, le dernier, tu l'as fait? Oui, c'est celui-là. Oui, c'est parce qu'en fait, j'étais avancé.